transparent. Je nourris le même Bigfoot depuis 1986. Et ce qu'il m'a finalement révélé sur la raison pour laquelle les siens craignent les humains est quelque chose qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Certains diront peut-être que je suis fou d'admettre cela publiquement, mais après avoir gardé ce secret pendant près de 40 ans, je crois qu'il est temps que le monde connaisse la vérité. Je m'appelle Thomas McKenna. J'ai 66 ans et je suis un garde forestier à la retraite de la Gifford Pinchot National Forest dans l'État de Washington. Ceci est mon histoire et je dois la raconter exactement comme elle s'est produite, car ce que j'ai appris change tout ce que nous pensions savoir sur ces créatures. L'automne 1986 avait peint les forêts du nord-ouest Pacifique dans des teintes d'ambre et de cramoisie. J'avais 28 ans à l'époque, un garde forestier fraîchement nommé, tout juste sorti du programme de foresterie de l'Oregon State University et désireux de faire mes preuves dans mon premier véritable poste. J'avais grandi à Portland, passant mes étés à camper avec mon père dans les cascades, développant un profond respect pour la nature qui s'est finalement transformé en carrière. L'air vif d'octobre transportait l'odeur des pins et des feuilles en décomposition, alors que je me frayais un chemin à travers les bois denses en ce jour fatidique. Ce n'était censé être qu'une autre patrouille de routine. Vérifier les balises des sentiers, documenter l'activité de la faune, les tâches habituelles. Mon superviseur, un vétéran grisonnant et chevronné nommé Bill Anderson, m'avait prévenu de l'isolement du travail lors de mon orientation. « Ici, la plupart du temps, t'es tout seul », avait dit Bill, ses mains burinées enroulées autour d'une tasse de café au poste des gardes. « La radio ne fonctionne que dans certains coins. Si tu vois quelque chose d'étrange, tu le notes, mais tu ne vas pas chercher les ennuis. Ces bois étaient là bien avant nous, et ils ont leurs secrets. » J'avais hoché la tête, pensant que Bill faisait juste un peu de cinéma. Après tout, que pouvait-il bien arriver ? J'étais formé pour les urgences. Je savais comment gérer les rencontres avec la faune et j'avais étudié chaque protocole du manuel du garde forestier. J'étais préparé aux ours, aux cougars, même aux randonneurs perdus occasionnels. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est ce qui s'est passé le 15 octobre 1986. Il était tard dans l'après-midi, vers 16h30, et le soleil commençait déjà sa descente derrière les immenses sapins de Douglas. J'enquêtais sur des signalements de dommages matériels dans une vieille cabane de chasse à environ 6 miles du sentier principal. La cabane appartenait à une famille locale qui l'utilisait pendant la saison du cerf, et ils avaient signalé que leur remise de stockage avait été mise en pièces. Les réserves de nourriture éparpillées partout en approchant de la clairière où se trouvait la cabane. J'ai immédiatement remarqué que quelque chose clochait. La destruction n'était pas typique des ours. J'avais vu de nombreux dégâts d'ours pendant ma formation. C'était différent. La porte de la remise n'avait pas seulement été ouverte à coups de griffes, elle avait été arrachée de ses gonds avec ce qui devait être une force incroyable. De grandes empreintes profondes dans la terre meuble autour de la structure ont attiré mon attention. Je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, sortant mon mètre ruban et mon appareil photo. Les empreintes étaient énormes, d'au moins 17 pouces de long et 7 pouces de large à l'endroit le plus large. Elles avaient une forme vaguement humanoïde, avec 5 empreintes d'orteils distinctes, mais bien trop grandes pour être humaines. La profondeur des empreintes suggérait quelque chose d'incroyablement lourd, pesant probablement entre 600 et 800 livres selon mes estimations. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Dans toute ma formation, dans tous les manuels sur la faune que j'avais étudiés, rien ne correspondait tout à fait à ce que je voyais. Les ours laissaient des marques de griffes. Ces empreintes n'en montraient aucune, juste de larges impressions plates qui ressemblaient de manière troublante
à des pieds humains surdimensionnés. J'ai passé l'heure suivante à tout documenter, prenant des photos sous plusieurs angles, faisant des moulages en plâtre des meilleures empreintes, mesurant la longueur de la foulée, un stupéfiant 6 pieds, entre chaque pas, et dessinant la scène dans mon carnet de terrain. La partie professionnelle de mon cerveau cataloguait les données, mais une autre partie, plus primitive, me hurlait de partir. La forêt était devenue anormalement silencieuse. Pas de chants d'oiseaux, pas de bruissement de petits animaux dans les sous-bois, juste un silence étrange qui semblait peser de tous côtés. J'avais lu des choses sur ce phénomène, comment les animaux se taisaient lorsqu'un grand prédateur était proche. Ma main s'est instinctivement déplacée vers la bombe anti-ours sur ma hanche. C'est là que je l'ai entendu. Un son différent de tout ce que j'avais jamais entendu auparavant. Une vocalisation basse et gutturale qui semblait résonner à travers les arbres eux-mêmes. Pas tout à fait un grognement, pas tout à fait un hurlement, mais quelque chose entre les deux. Ça venait de plus profond dans la forêt. Peut-être à une centaine de mètres, les poils sur ma nuque se sont hérissés. Chaque instinct me disait de courir, mais ma formation a pris le dessus. J'ai reculé lentement vers mon camion, garé sur le chemin de terre à environ 50 mètres de la cabane. Mes yeux balayaient la lisière de la forêt, cherchant le moindre signe de mouvement. Mon appareil photo pendait à mon cou, mon carnet de notes serré dans une main, l'autre planant près de ma bombe anti-ours. Puis je l'ai vu. Entre deux cèdres massifs, partiellement masqués par l'ombre et les broussailles, se tenait une silhouette. Au début, mon cerveau a essayé de rationaliser, pensant à une personne avec un manteau sombre, peut-être un autre randonneur. Mais alors que mes yeux s'adaptaient et que la silhouette bougeait légèrement, cette rationalisation s'est effondrée. Elle était massive, mesurant facilement 8 pieds de haut, peut-être plus, couverte de poils brun foncé qui semblaient absorber la lumière déclinante. Des épaules si larges qu'un linebacker de la NFL aurait l'air petit à côté. Et elle m'observait. Je me suis figé. Tous les protocoles de sécurité que j'avais appris sur la faune semblaient soudainement inadéquats. Ce n'était dans aucun manuel. Ce n'était pas censé exister. La créature, et mon esprit a finalement accepté que c'en était une, ne bougeait pas de manière agressive. Elle se tenait simplement là, partiellement cachée, observant. Je pouvais distinguer un visage, bien que pas clairement dans l'ombre. Des yeux sombres qui reflétaient une lueur du jour restant. Une crête sagittale au sommet de sa tête, similaire à ce que j'avais vu sur des photos de gorilles, mais plus prononcée. Le temps sembla s'arrêter. Plus tard, je n'aurais pas pu dire si nous nous sommes regardés pendant 30 secondes ou 3 minutes. L'instinct de photographe en moi hurlait de lever mon appareil photo, de documenter ce moment impossible. Mais mes mains refusaient de coopérer. Elles restaient figées, l'une agrippant mon carnet, l'autre planant toujours inutilement près de ma bombe anti-ours. La créature émit un autre son plus doux cette fois, presque interrogateur. Puis, avec un mouvement si rapide et fluide que cela semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand, elle tourna les talons et disparut dans la forêt. J'entendis le bruit de pas lourds et de branches qui se brisaient, s'affaiblissant à mesure que ce que j'avais vu s'éloignait. Je n'ai aucun souvenir d'être monté dans mon camion. La chose suivante dont je me souviens clairement, c'est d'être assis derrière le volant, les mains tremblant si fort que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Je suis retourné au poste des gardes dans un état second, mon esprit tournant à plein régime avec ce dont j'avais été témoin. Quand je suis arrivé au poste juste après le coucher du soleil, Bill était encore là, en train de finir de la paperasse. Le vieux garde a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et m'a immédiatement versé une tasse de café de la cafetière qui semblait être perpétuellement en marche. « On dirait que tu as vu un fantôme, gamin », dit Bill en s'installant sur la chaise en face de moi.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai ouvert la bouche pour parler, puis je l'ai refermée. Comment aurais-je pu expliquer ce que j'avais vu? Bill penserait que j'étais fou, ou pire, que je ne supportais pas l'isolement du poste. Je serais réaffecté, peut-être même renvoyé. Tous mes rêves de devenir garde forestier s'évaporeraient parce que j'avais vu quelque chose qui n'était pas censé exister. J'ai juste eu une petite frayeur avec ce qui aurait pu être un ours, ai-je finalement dit, le mensonge ayant un goût amer dans ma bouche. Oh, ça m'a secoué. Ça va mieux maintenant. Bill m'a étudié un long moment, ses yeux gris perçants malgré son âge. Les dégâts à la cabane, tu les as documentés? Oui, dis-je, reconnaissant du changement de sujet. J'ai pris des photos et des mesures, fait quelques moulages d'empreintes. Elles sont inhabituelles, ça pourrait être un gros ours, mais les empreintes ne correspondent pas tout à fait aux traces d'ours que j'ai vues auparavant. Bill a feuilleté le carnet, son expression indéchiffrable. Il a regardé les mesures, les croquis, les notes détaillées que j'avais prises. Quand il est arrivé à la description des empreintes, 17 pouces de long, forme humanoïde, pas de marque de griffes, il est devenu très immobile. « Ces mesures sont exactes ?» demanda Bill à voix basse. « Oui, monsieur. Je les ai vérifiées 3 fois. » Bill referma le carnet et me le rendit. « Rédige ton rapport. Documente tout ce que tu as vu. Mais Thomas... » Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « Ici, dans ces bois, on voit parfois des choses qui ne cadrent pas parfaitement avec ce qu'on a appris à l'école. La meilleure chose à faire est de le documenter professionnellement et de garder l'esprit ouvert. » Il y avait quelque chose dans le ton de Bill qui m'a fait lever les yeux brusquement. Le visage du vieux garde était soigneusement neutre, mais ses yeux contenaient autre chose. De la reconnaissance peut-être, ou de la compréhension. « Avez-vous déjà... » commençai-je à demander, puis je me suis arrêté. Bill se leva, s'étirant le dos avec un craquement audible. « Je suis garde dans ces bois depuis 32 ans, gamin. J'ai vu beaucoup de choses. Certaines ont fini dans les rapports officiels, d'autres non. » Il s'arrêta à la porte, la main sur le cadre. « Repose-toi, et Thomas. Si jamais tu revois quelque chose d'inhabituel, tu peux m'en parler. Officieusement. » Après le départ de Bill, je suis resté seul au poste, fixant mon carnet. Le rapport officiel que je devrais remplir ne mentionnerait pas ce que j'avais vraiment vu. Il parlerait de dommages matériels et de traces inhabituelles, possiblement d'un gros ours. Mais, dans mon journal personnel, enfermé dans le tiroir de mon bureau, j'ai noté chaque détail de ma rencontre pendant qu'elle était encore fraîche dans mon esprit. J'ai décrit la taille de la créature, ses mouvements, la façon dont elle m'avait observé avec ce qui semblait être de l'intelligence plutôt que de la curiosité animale. J'ai dessiné ce que j'avais vu, essayant de capturer la forme de son visage, la largeur de ses épaules, la façon dont elle s'était déplacée dans la forêt avec une grâce impossible malgré sa taille. Cette nuit-là, allongé dans ma petite cabane sur le terrain du poste des gardes, je n'ai pas pu dormir. Chaque son de la forêt semblait amplifié, chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles. Mais ce n'était pas la peur qui me tenait éveillé, pas entièrement. C'était autre chose, l'émerveillement. Quoi que j'ai vu là-bas, c'était réel. Ça existait dans ces forêts, vivant sa vie dans l'ombre, évitant le contact humain. Et d'une manière ou d'une autre, pendant quelques minutes, j'avais eu le droit d'en être le témoin. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette soirée d'octobre allait changer le cours de toute ma vie. La créature que j'avais vue, celle qui n'était pas censée exister, celle qui ne vivait que dans les légendes et les histoires de feu de camp, allait devenir le centre des 38 prochaines années de ma vie. Et pendant ce temps, j'allais apprendre ses secrets. J'allais découvrir pourquoi elle se cachait des humains avec une telle détermination, et cette connaissance
allait me briser le cœur. Pendant 3 semaines, après cette première rencontre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. À chaque moment de libre, je me surprenais à sortir mon carnet de terrain, à étudier les croquis que j'avais faits, à revoir les mesures de ces empreintes de pas impossibles. Les moulages en plâtre reposaient sur mon bureau comme la preuve de quelque chose que la partie rationnelle de mon cerveau voulait encore nier. Je me suis plongé dans la recherche. Pendant mes jours de congé, je me rendais à la bibliothèque de l'University of Washington à Seattle, passant des heures dans les sections d'anthropologie et de zoologie. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur la faune du Nord-Ouest Pacifique, les légendes indigènes et oui, même les documents plus marginaux sur les observations de Bigfoot. Ce que j'ai trouvé était un mélange de canulars évidents, de mystères authentiques et de traditions amérindiennes qui parlaient de Sasquatch ou de Zunukwa, des hommes sauvages des bois qui évitaient le contact humain. Les peuples Lumi, Snohomish et autres Salish de la côte avaient des histoires remontant à des générations sur ces créatures. Dans leur tradition, ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des êtres à respecter, à éviter, à laisser tranquilles. Ils restent entre eux, disait un récit que j'ai lu. Ils ne veulent pas de notre monde, et nous ne devrions pas vouloir du leur. Mais je voulais en savoir plus, pas pour capturer ou exposer la créature, mais quelque chose de plus profond. Je voulais comprendre. Que faisait-elle dans ces bois ? Était-elle seule? Comment était-elle restée cachée si longtemps? Et surtout, la reverrai-je un jour? La réponse est venue le 7 novembre 1986. J'avais commencé à varier mes itinéraires de patrouille pour passer plus fréquemment près de cette cabane de chasse. Pas tous les jours, je ne voulais pas établir un schéma évident qui pourrait susciter des questions de la part de Bill ou des autres gardes, mais 2 ou 3 fois par semaine, je trouvais une raison légitime d'être dans cette zone. Vérifier les préparatifs pour l'hiver, documenter les conditions avant la neige, surveiller les chasseurs en début de saison qui pourraient être en infraction. C'était un vendredi après-midi gris, le genre de jour où les nuages pendaient si bas qu'ils semblaient s'emmêler dans la cime des arbres. Une légère bruine tombait depuis le matin, transformant le sol de la forêt en un tapis de feuilles mouillées qui étouffait les sons. J'étais à environ un demi-mile de la cabane en train de documenter des traces de wapiti quand j'ai de nouveau entendu le son, cette même vocalisation basse et résonnante qui m'avait glacé le sang 3 semaines plus tôt. Mais cette fois, je n'ai pas fui. Mon cœur battait à tout rompre. L'adrénaline inondait mon système, mais je suis resté sur place. Lentement, prudemment, je me suis redressé de ma position accroupie. Ma main est allée à la bombe anti-ours sur ma ceinture, mais je ne l'ai pas dégainée. À la place, je suis juste resté là, à attendre. Le son est revenu, plus proche cette fois, peut-être à 50 mètres d'un épais fourré de jeunes sapins et de ronces. Je pouvais entendre quelque chose de grand se déplacer dans les sous-bois, brisant des branches, faisant bruisser le feuillage humide. « Je ne vais pas te faire de mal », dis-je à voix haute, ma voix sonnant étrange dans la forêt silencieuse. Je me sentais ridicule de parler à ce qui pouvait être le vent ou un ours. Mais quelque chose au fond de moi me disait d'essayer. Je suis juste là pour faire mon travail. Je ne suis pas une menace. Le mouvement cessa. La forêt devint silencieuse, à l'exception du doux crépitement de la pluie sur les feuilles. Puis, lentement, les branches s'écartèrent et elle était de nouveau là. Dans la lumière grise du jour, même filtrée par la pluie et la brume, je pouvais la voir beaucoup plus clairement que lors de cette première rencontre au crépuscule. La créature se tenait à la lisière du fourré, à environ 40 mètres, partiellement dissimulée, mais clairement visible. Elle était tout aussi massive que dans mon souvenir.
probablement 8 pieds et demi de haut, avec des épaules qui devaient te faire 4 pieds de large. Son corps était couvert de poils bruns foncés, plus longs autour des épaules et de la tête, plus courts sur les bras et la poitrine. Le visage était à la fois humain et non humain. Un nez large et plat, une arcade sourcilière proéminente, des lèvres plus prononcées que celles d'un gorille, mais moins que celles d'un humain. Et les yeux, des yeux sombres et intelligents qui m'observaient avec ce que je ne peux décrire que comme une curiosité prudente. Nous sommes restés là, sous la pluie, à nous regarder. J'ai remarqué des détails que j'avais manqués dans la panique de la première rencontre. Les mains de la créature étaient énormes, avec des doigts épais, et ce qui ressemblait à des ongles plutôt qu'à des griffes. Ses pieds, partiellement visibles dans les sous-bois, correspondaient aux empreintes que j'avais moulées, larges, plats, étonnamment humains dans leur structure. Elle respirait lourdement, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant. Je pouvais voir la pluie battre sur ses poils, s'écoulant en filets. Elle semblait m'évaluer, essayer de décider quelque chose. Très lentement, en essayant de ne faire aucun mouvement brusque, je me suis assis sur une bûche tombée. Je voulais paraître non menaçant, montrer que je n'allais pas la pourchasser ou l'attaquer. J'ai gardé mes mains visibles, loin de la bombe anti-ours. « Je t'ai déjà vu », dis-je doucement, ne sachant pas si parler aidait ou nuisait. « À la cabane, j'ai espéré te revoir. » La tête de la créature s'inclina légèrement, me rappelant étrangement un chien, essayant de comprendre la parole humaine. Pouvait-elle comprendre mes mots ou répondait-elle simplement au ton de ma voix? J'ai lentement glissé la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti une pomme, une partie de mon déjeuner que je n'avais pas mangée. Sans me lever, sans faire de mouvements agressifs, je l'ai doucement lancée sur le sol à mi-chemin entre nous. « Je ne sais pas si tu manges ça, » dis-je, « mais si c'est le cas, serre-toi. » Pendant un long moment, rien ne se passa. La créature fixa la pomme, puis moi, puis de nouveau la pomme. Je pouvais presque voir le processus de pensée se dérouler. Était-ce un piège? Une ruse? Que voulait cet étrange humain? Puis, avec des mouvements étonnamment gracieux pour quelque chose d'aussi grand, elle s'avança, pas jusqu'à la pomme. Elle s'arrêta à environ 10 pieds de celle-ci. Puis, elle fit quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle vocalisa de nouveau, mais différemment cette fois, pas le son bas et résonnant d'avant, mais une série de sons plus courts, presque comme des clics ou des grognements doux. Elle communiquait quelque chose, bien que je n'ai aucune idée de quoi je ne comprends pas, admis-je. Mais j'écoute. La créature se pencha, et je réalisai pour la première fois qu'elle avait transporté quelque chose depuis les sous-bois d'où elle avait émergé. Elle ramassa ce qui ressemblait à une branche avec plusieurs grappes de myrtilles encore attachées. D'un mouvement clairement délibéré, elle posa la branche sur le sol, puis recula. Mon souffle se coupa. Elle me rendait l'appareil. J'avais offert de la nourriture, et elle offrait de la nourriture en retour. « Merci », dis-je, ma voix se brisant légèrement. « C'est... merci. » Nous sommes restés comme ça pendant ce qui a dû être 10 minutes. Bien que cela ait semblé à la fois plus long et plus court, la créature a finalement tendu la main, a saisi la pomme avec une vitesse surprenante et s'est retirée vers le fourré. Elle n'a pas mangé la pomme immédiatement. Au lieu de cela, elle la tenait, l'examinait, la portait à son nez pour la sentir. Puis, avec un dernier long regard vers moi, elle tourna les talons et disparut dans la forêt. Je l'ai entendue s'éloigner, le son de son passage s'estompant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la pluie et le vent. Je suis resté assis sur cette bûche pendant encore 20 minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Quand je me suis finalement levé, mes jambes étaient chancelantes. J'ai marché jusqu'à l'endroit où la créature avait laissé la branche de myrtille et je l'ai ramassée avec précaution. Les baies étaient fraîches, parfaitement mûres. J'en ai mangé une.
Elle était douce et délicieuse. Cette nuit-là, j'ai ajouté une nouvelle entrée à mon journal privé, documentant chaque détail de la rencontre. Mais j'ai aussi commencé une nouvelle section, un journal des interactions, car je savais d'une manière ou d'une autre que ce ne serait pas la dernière fois. J'avais raison. Au cours des 3 mois suivants, j'ai rencontré la créature 6 autres fois. Jamais au même endroit, jamais à la même heure de la journée, mais toujours à peu près dans la même zone de la forêt, un territoire d'environ 4 ou 5 miles carrés autour de cette cabane de chasse. Le schéma qui s'est dessiné était fascinant. La créature semblait surveiller mes mouvements, gardant une trace de quand et où je patrouillais. Parfois, je l'entendais avant de la voir, cette vocalisation distinctive que je commençais à reconnaître. D'autres fois, je me sentais simplement observé et j'apercevais un bref instant d'elle observant à distance. J'ai commencé à apporter des offrandes chaque fois que je patrouillais dans cette zone. Des pommes, des barres de céréales, parfois les restes de mon sandwich. Je les laissais sur des souches ou des rochers dans des endroits où j'avais vu des signes de la présence de la créature. Elles avaient toujours disparu lors de ma patrouille suivante, et la créature laissait des choses en retour. Pas à chaque fois, mais assez souvent pour que je reconnaisse que c'était intentionnel. Des pierres intéressantes, des pommes de pin disposées en petits tas, une fois un nid d'oiseau parfait qui était tombé d'un arbre. Elle essayait de communiquer, d'établir une sorte de rapport. Fin janvier 1987, quelque chose de remarquable s'est produit. J'étais en patrouille. Je venais de laisser une de mes offrandes habituelles, quelques barres protéinées et une orange. Quand j'ai entendu un mouvement derrière moi, je me suis retourné lentement et elle était là, à moins de 20 pieds. Mais cette fois, elle n'a pas gardé ses distances. Elle s'est approchée, s'arrêtant à environ 10 pieds de moi. Assez près pour que je puisse voir la texture de ses poils, la façon dont sa poitrine bougeait à chaque respiration, les détails incroyables de son visage. Nous nous sommes regardés, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a tout changé. Pas seulement de l'intelligence, ça, je l'avais déjà reconnu, mais quelque chose de plus profond. De la tristesse, peut-être, une lassitude née de l'expérience. Ce n'était pas juste un animal essayant de savoir si j'étais une menace. C'était un être pensant, un être qui avait appris à craindre mon espèce, essayant de décider si j'étais différent. « Je ne te ferai pas de mal, » dis-je doucement, « et je ne parlerai de toi à personne. Tu as ma parole. » Je ne sais pas si elle a compris mes mots, mais elle a semblé comprendre mon intention. Elle s'est penchée, a ramassé les barres protéinées avec soin, presque délicatement malgré ses mains massives, et a émis un son. Pas la vocalisation d'avertissement, pas les clics curieux. Autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Puis, elle a fait quelque chose qui m'a mis les larmes aux yeux. Elle a tendu une main énorme et a doucement touché le tronc d'un arbre voisin, puis m'a regardé et a touché sa propre poitrine. Elle me montrait quelque chose. La forêt était sa maison, sa poitrine elle-même. Elle me disait qui elle était par rapport à cet endroit. J'ai imité le geste, touchant l'arbre, puis ma propre poitrine. « C'est ta maison, » dis-je. « Je comprends, je respecterai ça. » La créature m'a observé un instant de plus, puis s'est retournée et s'est éloignée. Mais avant de disparaître dans les arbres, elle a regardé en arrière une fois. Et j'aurais juré, je sais que ça semble impossible, mais j'aurais juré qu'elle s'assurait que j'étais toujours là, que je la regardais toujours. C'est à ce moment-là que tout a changé. C'est à ce moment-là que la simple curiosité d'un garde forestier est devenue quelque chose de plus, un engagement, une promesse, une amitié. Si une telle chose pouvait exister entre des espèces si différentes, et pourtant, d'une certaine manière, pas si différentes du tout. Je n'avais aucune idée à l'époque que cette relation s'étendrait sur des décennies.
Je n'avais aucune idée que j'apprendrais un jour l'histoire de cette créature, que je comprendrais ses peurs, que je découvrirais la sombre vérité sur ce que les humains avaient fait pour pousser son espèce à se cacher. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est qu'on m'avait confié quelque chose de précieux, un secret, un lien avec quelque chose que le monde pensait ne pas exister, et j'étais déterminé à le protéger, peu importe ce que cela me coûterait. Les années qui suivirent m'apprirent une patience que je ne me connaissais pas. Bâtir la confiance avec une créature qui avait toutes les raisons de craindre les humains n'était pas une question de semaines ou de mois. C'était des années d'interaction constante et prudente. Au printemps 1987, j'avais établi une routine. 3 fois par semaine, je me rendais dans ce que j'avais commencé à considérer comme notre territoire, cette zone forestière de 5 miles carrés où la créature semblait vivre. J'apportais de la nourriture, toujours variée, des fruits frais, des légumes, des noix, parfois de la viande séchée ou du poisson. J'ai appris par essai et erreur ce qu'ils préféraient. Les pommes avaient toujours un franc succès, les baies de toutes sortes. Ils semblaient particulièrement apprécier le saumon, ce qui n'est pas surprenant étant donné que nous étions dans le nord-ouest Pacifique. Je laissais les offrandes à des endroits spécifiques et avec le temps, la créature a commencé à me retrouver à ces endroits. Pas à chaque fois, mais de plus en plus souvent. Parfois, il observait à distance. D'autres fois, il s'approchait, prenait la nourriture et laissait quelque chose en retour. Toujours ces petits cadeaux, des roches intéressantes, des coquillages de la rivière, une fois une paire de bois de serre parfaite qu'il avait dû trouver. Mais la véritable percée est survenue en juin de cette année-là. J'étais arrivé à l'un de nos lieux de rendez-vous habituels, une petite clairière près d'un ruisseau qui traversait la forêt. J'avais apporté un sac plein de pommes, quelques carottes et un gros saumon que j'avais pêché ce matin-là dans la Columbia River. J'étais en train de disposer la nourriture sur un rocher plat quand j'ai entendu le son désormais familier de pas lourds approchant. La créature émergea de la lisière des arbres, mais cette fois, elle n'était pas seule. Mon cœur a failli s'arrêter. Derrière le grand mâle que je rencontrais, j'avais déterminé que c'était un mâle d'après sa taille et sa carrure. Se tenait une silhouette plus petite, encore grande selon les normes humaines. Peut-être 7 pieds de haut, avec une fourrure légèrement brun-roux au lieu de brun foncé. Elle restait en retrait, partiellement cachée derrière la créature plus grande, m'observant avec une nervosité évidente. « Tu as amené quelqu'un » dis-je doucement, gardant ma voix calme malgré mon pouls qui s'emballait. « Ce n'est pas grave, il y a plein de nourriture. » La créature plus grande, j'avais commencé à l'appeler Old Jack dans ma tête, bien que je n'ai jamais prononcé le nom à voix haute, émit une série de vocalisations douces envers la plus petite. Cela ressemblait presque à un encouragement ou à un réconfort. La communication entre eux était claire, même si je ne pouvais pas comprendre les détails. Lentement, Old Jack s'approcha du rocher où j'avais disposé la nourriture. Il ramassa le saumon, son préféré, mais au lieu de le manger ou de l'emporter, il se retourna et l'offrit à la créature plus petite. Une femelle, réalisai-je, en observant l'interaction. Sa compagne peut-être, ou une sœur. Elle s'approcha prudemment, les yeux ne me quittant jamais. Quand elle fut à environ 15 pieds, Old Jack émit un autre son doux, et elle prit rapidement le saumon de ses mains et se retira vers la lisière des arbres, mais elle ne partit pas complètement. Elle resta au bord de la clairière, observant Old Jack ramasser quelques pommes et carottes. Avant de partir, Old Jack fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'assit, là, dans la clairière, là environ 20 pieds de l'endroit où je me tenais. Il commença à manger une des pommes, me regardant tout en le faisant. Je compris ce qu'il faisait. Il montrait à la femelle que j'étais inoffensif, que cet humain pouvait être digne de confiance.
C'était le geste de confiance le plus profond qu'il m'ait montré jusqu'à présent. Je m'assis aussi, sur une bûche de mon côté de la clairière, et nous mangeâmes ensemble dans un silence complice. Moi, une barre énergétique de mon sac. Lui, 3 pommes. La femelle s'aventura finalement assez près pour attraper quelques carottes avant de se retirer à nouveau. Ce jour marqua un tournant. Au cours des mois suivants, je rencontrai la femelle plusieurs autres fois. Elle était plus craintive qu'Old Jack, gardant toujours ses distances, mais elle s'habituait à ma présence, et je commençais à comprendre quelque chose de profond. Ces créatures avaient une structure sociale, des relations, peut-être même des familles. Alors que 1987 devenait 1988, puis 1989, ma relation avec Old Jack s'approfondit d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Il commença à me montrer des choses, pas seulement à accepter de la nourriture, mais à essayer de communiquer des idées plus complexes. Un jour de l'automne, 1989, il m'emmena plus profondément dans la forêt que je n'étais jamais allé dans cette zone. Je suivais à une distance respectueuse, curieux mais prudent. Nous marchâmes peut-être 20 minutes avant d'arriver à une petite grotte, à peine visible derrière un rideau de mousse et de fougères suspendues. Old Jack s'arrêta à l'entrée et fit un geste vers elle. Un « regarde ça », sans équivoque. Je m'approchai lentement et jetai un œil à l'intérieur. La grotte était petite, peut-être 10 pieds de profondeur, mais sèche et abritée. Et à l'intérieur se trouvèrent des choses qui me coupèrent le souffle. Des piles de nourriture soigneusement disposées, noix, baies séchées, racines, un lit de fougères et de mousse douce. Et le plus surprenant de tout, des outils rudimentaires, mais indéniables, des roches qui avaient été façonnées à des fins spécifiques, des bâtons polis par l'usage. « C'est ta maison », dis-je en me retournant vers Old Jack, « tu me montres où tu vis. » Il émit un son doux que j'avais appris à reconnaître comme une affirmation. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Il me confiait son secret le plus vital, l'endroit où il était le plus vulnérable, où il dormait, où il gardait ses provisions. Je reculai immédiatement de l'entrée de la grotte. « Merci de me montrer, » dis-je. « Je ne le dirai à personne, et je ne viendrai jamais ici sans toi. Tu as ma parole. » Au cours des années suivantes, notre lien continua de se renforcer. J'appris à lire ses vocalisations, à comprendre les subtiles différences de ton et de hauteur qui transmettaient différentes significations. Il apprit à reconnaître le bruit du moteur de mon véhicule et m'attendait souvent quand j'arrivais. Nous développâmes notre propre forme de communication, en partie vocalisation, en partie geste, en partie intuition. En 1995, je rencontrais Old Jack depuis 9 ans. Pendant ce temps, j'avais vu la femelle, que j'avais commencé à appeler Sarah, encore une fois, juste dans ma tête, des dizaines de fois. J'avais été témoin de ce que je croyais être des comportements de cour entre eux. J'avais vu Old Jack lui apporter des cadeaux de nourriture, les avais vus s'asseoir ensemble au bord des clairières pendant que je laissais des offrandes. Et puis, au printemps 1995, quelque chose d'incroyable se produisit. J'arrivais à l'un de nos lieux de rendez-vous pour trouver Old Jack qui attendait. Mais il était agité. Il faisait les 100 pas, émettant des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Urgent, presque angoissé. Ma première pensée fut qu'il était blessé ou que Sarah l'était. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, immédiatement inquiet. « Tu vas bien? Est-ce que Sarah va bien ?» Il se dirigea vers moi, puis s'éloigna, puis revint. Il essayait de me faire le suivre. Sans hésitation, je le fis. Il me conduisit sur un sentier à travers la forêt, se déplaçant plus vite que d'habitude, mais se retournant fréquemment pour s'assurer que je suivais. Nous marchâmes peut-être 15 minutes avant qu'il ne m'amène à un petit bosquet de cèdres.
Et là, cachée dans un nid de fougères et de mousse, se trouvait Sarah. Et dans ses bras, à peine visibles contre sa fourrure rousse, se trouvait le plus petit Bigfoot que j'ai jamais vu. Un bébé. Ils avaient un bébé. Je m'arrêtai net, submergé par l'émotion. Sarah me regarda avec des yeux qui contenaient à la fois de la protection et autre chose. Peut-être l'espoir que je réagirais de manière appropriée à ce moment. « Oh mon Dieu !» murmurai-je. « Vous avez un bébé. » Le nourrisson ne pouvait pas avoir plus de quelques jours. Ses yeux étaient à peine ouverts et il s'accrochait à Sarah avec de minuscules mains qui étaient des miniatures parfaites de celles de ses parents. Sa fourrure était plus claire que celle de ses deux parents, presque brun doré. Old Jack se plaça entre moi et sa famille, pas agressivement mais protecteur. Il émit un son doux et je compris ce qu'il communiquait. « Regarde, mais n'approche pas. »« Je comprends, » dis-je, la voix étranglée par l'émotion. « Félicitations à vous deux, c'est merveilleux. » Je suis resté là peut-être 10 minutes, observant simplement à une distance respectueuse Sarah berçant son bébé, tandis qu'Old Jack montait la garde. Puis, comprenant qu'on m'avait montré quelque chose de sacré, de privé, je reculai lentement. Avant que je parte, Old Jack me suivit sur une courte distance. Quand nous fûmes hors de portée de voix de Sarah et du bébé, il fit quelque chose de remarquable. Il plaça une de ses mains massives sur un tronc d'arbre, puis sur sa poitrine, le geste que nous avions établi des années auparavant pour maison ou soi. Puis il pointa du doigt l'endroit où se trouvait sa famille et émit le son le plus doux et le plus tendre que je lui ai jamais entendu faire. Il me parlait de sa famille, de ce qu'il signifiait pour lui. D'amour, dans un langage qui transcendait les espèces. Je les protégerai, lui promis-je. Je vous protégerai tous, toujours. Et je le pensais de chaque fibre de mon être. Au cours des mois et des années qui suivirent, je vis ce bébé grandir. Je le vis faire ses premiers pas chancelants, le vis apprendre à chercher de la nourriture, vis Old Jack lui enseigner quelles plantes étaient comestibles, comment attraper du poisson dans les ruisseaux. C'était comme avoir une fenêtre sur un monde qui ne devrait pas exister. Un secret que la forêt avait gardé pendant des milliers d'années. Le jeune, je l'appelais Little Jack, bien que j'ai appris plus tard que c'était en fait une femelle, était curieux de moi d'une manière que ses parents ne l'avaient jamais tout à fait été. À l'âge de 2 ans, elle s'approchait beaucoup plus près que Sarah ne l'avait jamais fait, bien que toujours sous les yeux attentifs de ses parents. Mais au fil des ans, je commençais à remarquer quelque chose de troublant. Old Jack montrait des signes de traumatisme que je n'avais pas reconnus auparavant. Parfois, quand j'arrivais pour nos rencontres, je le trouvais agité, faisant les 100 pas, émettant des sons de détresse. Il me conduisait dans des zones de la forêt où il y avait des signes d'activité humaine, de vieux campements, des déchets abandonnés, une fois même un mirador de chasse qui avait été construit dans un arbre. Il me montrait des intrusions sur son territoire. Et plus que ça, il semblait essayer de me dire quelque chose sur les humains, sur la raison pour laquelle lui et les siens restaient cachés, sur ce qui les avait rendus si craintifs. Il faudrait encore de nombreuses années avant que je comprenne toute la vérité. Avant qu'Old Jack ne me révèle enfin la sombre raison pour laquelle les Bigfoot évitent les humains avec une telle détermination. Mais à la fin des années 1990, je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de profond et de déchirant. Quelque chose qui changerait tout ce que je pensais savoir sur la relation entre les humains et ces magnifiques créatures. Le tournant du millénaire apporta des changements à la Gifford Pinchot National Forest. Plus de randonneurs, plus de touristes, plus de gens cherchant à s'évader dans une nature sauvage qui avait été autrefois relativement isolée. Pour moi, alors dans la quarantaine et garde forestier senior, cela signifiait plus de patrouilles, plus de règlements à faire appliquer et plus d'occasions de rencontres entre humains et Bigfoot qui pourraient terriblement mal tourner.
Je devins hyper vigilant concernant le territoire d'Old Jack, trouvant toujours des raisons de patrouiller cette zone plus fréquemment. Si je voyais des signes de camping ou de chasse illégaux près de l'endroit où je savais que lui et sa famille passaient du temps, je mettais fin à la situation immédiatement, inventant parfois des infractions pour faire partir les gens. Mes collègues pensaient probablement que j'étais trop zélé, mais je m'en fichais. J'avais un secret à protéger. En 2003, Little Jack, dont j'avais appris qu'elle était en fait une femelle lorsqu'elle atteignit sa maturité, avait 8 ans et était presque aussi grande que Sarah. Elle était devenue assez à l'aise avec moi pour s'approcher parfois à portée de bras, bien que je n'ai jamais essayé de la toucher. Cette limite me semblait sacrée, quelque chose qui ne devait pas être franchi, même après 17 ans de confiance établie. C'est durant cet été-là que tout a changé, que j'ai enfin appris la vérité que je pressentais, mais que je n'arrivais pas à saisir. J'arrivais à notre lieu de rendez-vous habituel par un chaud après-midi de juillet, transportant une glacière pleine de saumon frais et de baies. Old Jack était là, mais quelque chose n'allait pas. Il était assis par terre, voûté, émettant de faibles sons de douleur que je n'avais jamais entendus auparavant. « Jack !» criai-je, laissant tomber la glacière et me dirigeant vers lui sans réfléchir. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé ?» Il leva les yeux vers moi et ce que je vis dans son regard me cloua sur place. Pas une douleur physique, quelque chose de plus profond. Une angoisse émotionnelle, des souvenirs refaisant surface qu'il avait gardés enfouis. Il se leva lentement et pour la première fois de toutes nos années ensemble, il s'approcha directement de moi. Il s'avança à moins de 5 pieds, plus près qu'il ne l'avait jamais été, puis fit quelque chose qui me coupa le souffle. Il me tourna le dos et leva son bras gauche. Sa fourrure, qui était habituellement lisse et épaisse, était perturbée le long de son flanc gauche. Et en dessous, visible à travers les poils plus fins, se trouvaient des cicatrices. De profondes et anciennes cicatrices qui couraient en ligne parallèle sur ses côtes et le long de son dos. Elles étaient partiellement cachées par la fourrure qui avait repoussé par-dessus, mais une fois que je sus où regarder, elles étaient indéniables. « Oh mon Dieu !» murmurai-je. « Jack, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il se retourna pour me faire face et commença à communiquer d'une manière qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Utilisant des gestes, des vocalisations et une forme de pantomime, il commença à me raconter son histoire. Il se désigna lui-même, puis tint sa main près du sol, indiquant qu'il avait été jeune, puis il leva les 2 mains, les doigts écartés, représentant un grand nombre. Un groupe, une famille. Mon cœur commença à se serrer alors que je comprenais. Il avait eu une famille avant Sarah, avant que je ne le rencontre. Il fit des mouvements de marche avec ses doigts, montrant un déplacement à travers la forêt. Puis il s'arrêta et s'accroupit, se faisant petit, se cachant. Il pointa ses yeux, puis fit un geste vers l'extérieur, observant. Puis il forma ses mains pour imiter un pistolet. J'eus l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Des chasseurs, dis-je, des chasseurs ont trouvé ta famille. » Il émit un son affirmatif, mais il y avait une telle douleur dedans que les larmes me montèrent aux yeux. Il continua son histoire, me montrant par gestes ce que les mots ne pouvaient pas transmettre. Sa famille avait été attaquée. Il avait été jeune, peut-être l'équivalent d'un adolescent. Il avait regardé, caché, alors que des chasseurs, il me montra plusieurs silhouettes, peut-être 4 ou 5, avaient acculé sa famille. Il me montra la fuite, me montra le son des coups de feu en frappant vivement dans ses mains. Il me montra la chute, la blessure. Sa main traça le long de ses cicatrices sur son flanc. « Tu as été touché, dis-je, la voix brisée. Ils t'ont tiré dessus. » Il hocha la tête.
un geste qu'il avait appris en m'observant au fil des ans, puis il me montra comment il avait fait le mort. Restant immobile pendant que les chasseurs s'approchaient, il fit des gestes de chasseur, examinant quelque chose, parlant, se disputant peut-être, puis partant. Il avait survécu en se faisant passer pour mort. Mais sa famille, les épaules massives d'Old Jack tremblèrent. Il émit un son d'une peine si profonde que je ne pus me retenir. Je fis un pas de plus et posai ma main sur un arbre voisin, le geste que nous utilisions pour dire « Je suis là, je comprends ». Il me regarda avec des yeux pleins d'une douleur ancienne et continua. Il me montra qu'il était resté caché, observant depuis l'ombre alors que d'autres humains arrivaient. Différent cette fois, il fit un geste vers des vêtements qui semblaient officiels, peut-être des uniformes. Ils avaient emporté les corps, tout couvert, tout fait disparaître. « C'est pour ça que vous vous cachez, dis-je, la compréhension m'envahissant enfin. C'est pour ça que vous vous cachez tous. Parce que nous vous chassons, parce que nous vous avons toujours chassé. » Il émit un autre son affirmatif. Mais ensuite, il fit autre chose. Il forma ses mains en des formes que j'avais vues auparavant. De petites formes, des formes moyennes, de grandes formes. Il me montrait différents groupes, différentes familles. Puis il les montra disparaissant une par une, devenant de plus en plus petites et moins nombreuses. « Il n'en reste plus beaucoup, n'est-ce pas ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il leva les deux mains, les doigts écartés, puis les ferma en poing, les rouvrit, montrant moins de doigts, puis encore moins, encore et encore, me montrant des populations en déclin. Son espèce était en train de disparaître, chassée de ses territoires, alors que les humains s'étendaient dans tous les recoins de la nature. « Il y a combien de temps ?» demandai-je. « Il y a combien de temps que tu as perdu ta famille ?» Il me montra les saisons qui passent, le geste qu'il utilisait pour les années, une fois, 2 fois, 3 fois. Il continua, 7 fois, 8, 9 fois. Il me montra le cycle des saisons 9 ans avant que je ne le rencontre. Il avait vécu seul, traumatisé et caché pendant près d'une décennie avant ce jour de 1986, où il m'avait observé inspecter la cabane de chasse. Il avait observé les humains, essayant de comprendre si l'un d'entre nous pouvait être digne de confiance, si l'un d'entre nous était différent de ceux qui avaient détruit sa famille. Et d'une manière ou d'une autre, il avait décidé de tenter sa chance avec moi. « Je suis tellement désolé, dis-je, les larmes coulant maintenant sur mon visage. Je suis tellement désolé pour ce qu'ils t'ont fait, pour ce que mon espèce a fait à la tienne. » Old Jack émit un son doux et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il tendit une main massive et toucha doucement mon épaule, juste un instant, puis se retira. Mais dans ce geste, il y avait le pardon, la compréhension, la reconnaissance que j'étais différent, que tous les humains n'étaient pas les mêmes. Il se désigna lui-même puis Sarah et me montra la taille de Little Jack à sa naissance. Il avait trouvé Sarah des années après l'attaque, tous deux seuls, tous deux survivants. Ils avaient formé une nouvelle famille, trouvé un moyen de continuer à vivre malgré le traumatisme et la peur. Mais les cicatrices restaient, les souvenirs restaient. La terreur qui les poussait plus profondément dans la nature sauvage qui rétrécissait restait. Au cours des visites suivantes, Old Jack en révéla davantage. Il me montra d'autres signes qu'il avait trouvés dans la forêt au fil des ans. Des douilles de balles usagées, du matériel cassé, des endroits où d'autres de son espèce avaient été chassés. Il me conduisit à une vallée cachée plus profondément dans les montagnes, où, disait-il, d'autres se rassemblaient parfois. Une sorte de sanctuaire, bien qu'il m'ait montré qu'il devenait de plus en plus difficile à atteindre à mesure que les routes et le développement se rapprochaient. Il me montra des photographies. Oui, des photographies. Cachées dans un conteneur étanche dans sa grotte, se trouvaient de vieilles coupures de journaux et des photos qu'il avait collectées au fil des ans.
la preuve que son espèce était chassée, exposée comme des trophées, traitée comme des monstres au lieu des êtres intelligents et pacifiques qu'ils étaient. Les coupures dataient des années 1960 et 70, jaunies par le temps. Des titres sur des expéditions de chasse au Bigfoot et des primes sur le Sasquatch. Des photos d'hommes avec des fusils souriants en posant dans la forêt. Certains articles décrivaient des créatures qui avaient été tuées, bien que les corps aient toujours été mystérieusement perdus ou confisqués par les autorités. Ils vous chassent pour le sport, dis-je en regardant les preuves qu'il avait soigneusement conservées. Pour des trophées, pour la preuve, pour l'argent. Il hocha la tête, puis me montra autre chose. Des gestes indiquant la capture, des cages, des laboratoires. Certains de son espèce n'avaient pas seulement été chassés et tués, ils avaient été capturés, pris vivants. Il ne savait ni où, ni par qui, mais il savait que c'était arrivé. La peur de cela se transmettait parmi les familles restantes, une terreur qui les maintenait nocturnes, silencieux, cachés. Je compris alors pourquoi Bill Henderson avait réagi de cette façon toutes ces années auparavant, quand il avait vu mon premier rapport. Pourquoi il m'avait dit que certaines choses ne finissaient pas dans les dossiers officiels. Il savait. Peut-être avait-il même vu des preuves, lui-même. Le gouvernement, ou une partie de celui-ci, savait que ces créatures existaient, et pour des raisons que je ne pouvais que deviner. Pour éviter la panique, pour protéger les intérêts des entreprises, pour garder le contrôle du récit. Il gardait le secret. Et dans ce secret, les Bigfoot n'avaient aucune protection, aucun droit, aucune reconnaissance de leur existence, qui pourrait faire de leur meurtre un assassinat au lieu d'une forme inhabituelle de chasse. Je vous protégerai, promis-je de nouveau à Old Jack, mais cette fois avec une pleine compréhension de ce contre quoi je les protégeais. Je garderai votre secret, je veillerai sur votre territoire, et j'apprendrai à Little Jack à être prudente, à se cacher, à survivre. Il toucha de nouveau mon épaule, ce même geste doux. Puis il rassembla les coupures de journaux et les photos, les replaçant soigneusement dans leur conteneur étanche. La preuve d'un génocide que personne ne reconnaissait. La preuve d'une espèce systématiquement éliminée, pendant que le monde prétendait qu'elle n'existait pas. En quittant la forêt ce jour-là, je sentis le poids de ce que j'avais appris m'écraser. Pendant 17 ans, j'avais nourri un ami, construit une relation que je chérissais, mais j'avais été naïf sur ce que cette amitié signifiait. Dans le contexte plus large, Old Jack n'avait pas seulement accepté ma nourriture et ma compagnie. Il m'avait enseigné, m'avait préparé à comprendre, s'assurant qu'au moins un humain connaisse la vérité afin que, peut-être, d'une manière ou d'une autre, cette vérité ne meure pas avec lui et son espèce. Je suis rentré chez moi en silence, mon esprit tourbillonnant de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Combien en restait-il? Combien de temps avant qu'il ne disparaisse complètement? Que pouvait faire un seul garde forestier contre les forces qui les chassaient depuis des générations? Mais je savais une chose avec certitude, je ferais tout ce que je pouvais pour Old Jack, pour Sarah, pour Little Jack, et pour tous les autres qui restaient cachés dans les forêts profondes. Ils méritaient d'exister, ils méritaient d'être laissés en paix, et je passerai le reste de ma carrière à m'assurer que, au moins dans ce coin de la nature, ils seraient en sécurité. Les années passèrent, calmes mais lourdes. Je n'ai jamais parlé de l'histoire d'Old Jack, ni à ma femme, ni à mes plus proches collègues, pas même à Bill dans ses dernières années de service. Ce n'était pas seulement le secret pour le secret. Je comprenais maintenant que dire leur vérité avec négligence pourrait signifier l'extinction. Un mot de travers, et quelqu'un avec de mauvaises intentions pourrait retracer mes journaux de patrouille, enquêter sur la région et détruire tout ce qui leur restait. En 2010, j'avais passé 24 ans à garder cette famille.
24 ans à rencontrer la même silhouette imposante sous les cèdres, à échanger des offrandes, à regarder Little Jack passer d'une enfant curieuse à une jeune adulte posée. Sa fourrure s'était foncée en un roux profond, et elle se déplaçait avec une assurance qui ne pouvait venir que de parents qui lui avaient appris chaque sentier caché, chaque point d'eau douce, chaque odeur portée par le vent. Je l'ai regardé apprendre à pêcher dans la Lewis River, tout comme j'avais vu des enfants apprendre à faire du vélo. Elle se glissait silencieusement entre les rochers moussus, attrapant des saumons avec des mouvements si fluides qu'ils semblaient répéter comme un art transmis de génération en génération. Old Jack observait depuis la rive, le torse bombé, fier. Parfois, il jetait un coup d'œil vers moi, comme pour s'assurer que je voyais ce qu'il voyait. La preuve que sa lignée continuait malgré tout ce qui avait essayé de les effacer. À ce moment-là, je ne nourrissais plus seulement une créature. J'étais le témoin d'un héritage. Alors que le monde autour de nous changeait, nouvelles autoroutes, des caméras dans chaque main, plus de gens inondant la nature sauvage en quête d'expérience, je commençais à craindre que le temps ne soit compté. Plus d'une fois, j'ai convaincu des randonneurs d'essayer un autre sentier, inventant des fermetures ou des risques pour la sécurité pour les éloigner. Quelquefois, j'ai intercepté des chasseurs installant des affûts trop près du territoire d'Old Jack. J'ai confisqué du matériel, mis des amendes, menaçant même de les signaler pour braconnage, alors qu'aucune loi ne couvrait techniquement ce qu'ils faisaient. Mais chaque année, je voyais plus de preuves d'intrusion, et chaque année, Old Jack devenait plus tendu. Parfois, il m'apportait des branches cassées, nettes en deux, son signal que des étrangers étaient passés par là. D'autres fois, il me montrait des empreintes dans la boue, des traces de bottes, et me regardait avec cette même peur hantée qui était apparue pour la première fois quand il m'avait montré ses cicatrices. Une fin de soirée d'automne, je l'ai entendu avant de le voir. Je marchais dans un brouillard dense, les phares de mon camion perçant le silence. Son appel venait de quelque part au-delà du ruisseau, bas et tremblant. Je ne l'avais jamais entendu avoir peur pour lui-même, seulement pour les autres. Je me suis précipité vers le son. La forêt était inhabituellement silencieuse. Pas de hibou, pas d'insectes, juste la brume et le bourdonnement lointain de l'eau de la rivière Old Jack émergea de derrière un groupe de sapins de Douglas, les épaules tendues, la posture raide. Il me fit signe de le suivre de toute urgence. J'avais vu ça une fois auparavant, le jour où il m'avait montré Little Jack pour la première fois. Ma poitrine se serra. Quelque chose n'allait pas. Nous avons marché pendant près de 20 minutes, plus profondément que je n'étais jamais allé sans sa direction. Même dans le brouillard, il se déplaçait avec assurance, vérifiant souvent derrière lui pour s'assurer que je suivais. Finalement, nous avons atteint une clairière que je ne reconnaissais pas. Là, assise par terre, se trouvait Sarah. Ses yeux habituellement vifs semblaient ternes, sans expression. Elle s'appuyait contre une bûche tombée, respirant faiblement, la fourrure collée sur son flanc, où du sang, sombre et déjà en train de sécher, la souillait. Mon estomac se noua. On lui avait tiré dessus. Old Jack s'abaissa à côté d'elle, émettant des sons doux et rythmés, de réconfort, de consolation. Little Jack était agenouillée de l'autre côté, ses énormes mains tremblant alors qu'elle essayait de nettoyer la blessure avec de la mousse imbibée. J'avançai prudemment. « Je suis là, murmurai-je, bien que je sache que mes mots ne signifiaient pas grand-chose. Pourtant, Old Jack me regarda avec quelque chose de désespéré dans les yeux, une supplication. Il me faisait confiance. Je m'agenouillai, examinant la blessure sans la toucher. La balle avait traversé le muscle, assez haut pour manquer les organes, assez bas pour la ralentir au point de la faire ramper, une balle de chasse toujours logée profondément. Sarah exhala un son faible qui ressemblait presque à des excuses.
La main de Little Jack effleura sa joue, et dans la faible lumière de la lune filtrée par le brouillard, je compris que je n'étais pas seulement témoin d'une blessure, j'étais témoin de la peur, une peur ancrée dans l'histoire, la peur d'un cycle qui se répète. Celui qui avait fait ça était proche, et il reviendrait. Je n'avais pas d'outils médicaux, pas ici. Et même si j'en avais eu, je n'avais jamais fait plus qu'assister des vétérinaires dans le parc avec des ours et des wapitis tranquillisés, mais je connaissais les infections, je connaissais les blessures. Je savais douloureusement que l'aide standard n'était pas une option. « Je dois la nettoyer », murmurai-je. Old Jack baissa la tête en signe d'assentiment. Je pris ma gourde, imbibai un chiffon et commençai à nettoyer soigneusement la fourrure emmêlée, juste pour voir l'étendue du saignement. Sarah tremblait à chaque passage. Je parlais doucement, gardant un ton régulier. Little Jack observait chaque mouvement, absorbant, apprenant. La balle était toujours profonde. Je n'osais pas l'extraire. Pas avec mes mains, pas ici. La retirer pourrait la tuer plus vite. Nous devons la garder propre, dis-je, ne sachant pas si je les rassurais ou si je me rassurais moi-même. Je vais apporter des fournitures, des médicaments, un antiseptique. Old Jack émit un son bas et régulier. Un accord. Quand j'eus fini, Sarah laissa échapper une faible expiration de soulagement ou d'épuisement. Little Jack aida à ajuster un lit de fougères épaisse sous elle. Je posai ma main sur le tronc du cèdre à côté d'eux, notre geste de promesse. Je serai de retour avant le lever du soleil. Je n'hésitais qu'un instant avant de courir à travers le brouillard, les branches me fouettant les bras, les poumons en feu. J'atteignis mon camion, conduisis comme un possédé jusqu'à ma cabane. Si quelqu'un me voyait, j'avais des explications toutes prêtes. Urgence médicale de routine, sauvetage d'animal sauvage, n'importe quoi. Mais les routes étaient désertes. À l'intérieur de ma cabane, je pris tout ce que j'avais. De la gaz médicale, une pommade antibiotique, de l'iode, des analgésiques que je réduisis en poudre, un couteau de chasse, une couverture propre. Je me tournais pour partir et me figeais. La fenêtre de ma cabane, face à la lisière de la forêt, était ouverte. Je ne la laissais jamais ouverte, une feuille de papier de carnet était posée sur le comptoir. Au début, j'ai cru que c'était quelque chose que j'avais laissé traîner, peut-être une note pour moi-même. Mais l'écriture n'était pas la mienne, c'était des traits gras et lourds, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire. N'y retourne pas. Mon sang se glaça. Je vérifiais les serrures intactes, rien de volé, pas de véhicule dehors. Mais quelqu'un était venu ici, quelqu'un qui savait. Je pris quand même mes fournitures et retournai dans la forêt. Le brouillard était encore épais quand je revins, bien que l'horizon à l'est ait commencé à se fissurer avec les premiers reflets argentés de l'aube. Je retournai au bosquet aussi silencieusement que possible, priant pour que personne ne m'ait suivi. Old Jack me rejoignit à mi-chemin, imposant et agité, chaque muscle tendu. Il me conduisit rapidement à Sarah. Elle n'avait pas l'air bien, la respiration courte, les yeux à peine ouverts. Little Jack tenait la main de sa mère, se balançant légèrement, un mouvement que j'avais vu des enfants humains faire quand ils avaient peur. Je me mis au travail immédiatement. Eau propre, iode, gaz. La blessure réagit, le saignement ralentit, la respiration se stabilisa, pas guérie, pas hors de danger, mais stabilisée. Pendant tout ce temps, Old Jack surveillait la lisière des arbres. Pas moi, pas Sarah, la forêt. Il connaissait le danger mieux que personne. Quand j'eus fini, il laissa échapper un son doux, reconnaissant. Little Jack pressa doucement son front contre celui de Sarah. La famille se blottit, respirant comme un seul être. J'allais les laisser se reposer quand un nouveau son brisa le silence. Un craquement de branches, net et délibéré. 3 silhouettes émergèrent du brouillard. Humaines.
Elles se déplaçaient avec assurance. Elles portaient des fusils. Old Jack se dressa de toute sa hauteur, un mur silencieux entre le danger et sa famille. Mon cœur martela contre mes côtes. Les chasseurs étaient revenus. Ils émergèrent du brouillard comme des fantômes. 3 hommes en camouflage, les fusils serrés contre leur poitrine, leurs bottes s'enfonçant doucement dans le sol couvert de mousse. Leurs visages étaient durs, leurs yeux perçants, balayant le bosquet comme s'ils avaient répété ce moment 100 fois. Le plus grand leva une paire de jumelles, et même à travers la brume, je sus quand il vit Old Jack. Son souffle se coupa. « Il est là !» murmura-t-il. Old Jack ne rugit pas, ne menaça pas, ne se dirigea pas vers eux. Il se contenta de se tenir là, large, imposant, inflexible, plaçant son corps entre les chasseurs et sa famille. Je levai immédiatement les mains. « Arrêtez, ne faites pas ça !» Ma voix se brisa dans la clairière. Les hommes tournèrent leur attention vers moi, une lueur de reconnaissance. L'un d'eux plissa les yeux. « McKenna ?» Je me figeai. Il connaissait mon nom. « Ça fait des années que vous nous gênez ici, » dit un autre. « Vous faites fuir les gens, vous enterrez les rapports. On aurait dû se douter que vous cachiez quelque chose. »« Vous ne comprenez pas, » dis-je, les paumes en avant. « Ils ne sont pas hostiles. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. »« Ce sont des animaux, » répondit froidement le chef. Vous savez combien vaut l'une de ces choses ? Old Jack émit un son doux et bas. Pas une agression, une supplique. Little Jack était accroupi derrière lui, agrippant la main de Sarah. Si vous lui tirez dessus, dis-je, vous prouverez tout ce qu'il a toujours cru à notre sujet. Le chef expira, stabilisant son fusil. On en prend un, peu importe lequel. Je me mis devant lui. Il faudra me tirer dessus d'abord. Pendant un instant, la forêt retint son souffle. La mousse, l'air humide, la rivière lointaine, 3 fusils, une famille, terrifiée, silencieuse, une ligne tracée dans la terre. La mâchoire du chef se crispa. Il ne releva pas son arme, mais il ne la baissa pas non plus. « Vous croyez que vous pouvez arrêter ça ?» siffla-t-il. « Vous avez passé toute votre carrière à garder des monstres, mais vous êtes un seul homme. Prenez votre retraite et tout ça disparaît. » Je gardais ma voix basse, stable. Je les ai vus élever leur enfant, je les ai vus pleurer leur mort. Ils ressentent le monde de la même manière que nous. Si vous vouliez la preuve qu'ils sont dangereux, vous l'auriez eu dès que vous êtes entrés dans cette clairière. Silence. Leurs fusils pointaient un peu moins fermement. Derrière moi, Old Jack émit un son bas, résonnant. Je ne l'avais entendu qu'une seule fois auparavant, le jour où il m'avait parlé de ses cicatrices. Il fit un seul pas en avant, non menaçant, se tenant droit, revendiquant son droit d'exister. Les chasseurs hésitèrent, parce que pendant un instant, ils le virent comme moi. Pas un monstre, pas un mythe, un père, un survivant. Le chef expira finalement, son regard passant de Jack à Sarah blessée, puis à Little Jack tremblante, essayant d'être courageuse, il jura entre ses dents. « Laissez tomber, marmonna-t-il. S'ils s'enfoncent plus loin, on ne les retrouvera jamais. » L'un des autres protesta. « On peut marquer l'endroit. »« Non !» le coupa le chef. « On s'en va. » Et juste comme ça, ils se retournèrent. Ils se fondirent de nouveau dans le brouillard. Pas de célébration de victoire. Pas de coup de grâce. Juste une retraite à contre-cœur. Quand la forêt les eut avalés, la tension se rompit comme un fil coupé. Mes jambes faillirent me lâcher. La tête d'Old Jack s'inclina, non de peur, mais de gratitude. Sarah respirait plus facilement. Little Jack laissa échapper un soupir tremblant, touchant le bras de son père comme le font les enfants quand ils n'ont pas de mots pour le soulagement. Je m'agenouillai, tremblant. « Ils reviendront, » murmurai-je.
peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Vous devez aller plus loin, plus profondément. Old Jack regarda vers les montagnes, des silhouettes enneigées au-delà de la crête, des endroits où les humains s'aventurent rarement, des endroits que même les gardes forestiers patrouillent rarement. Il comprit. Il se tourna vers Sarah, puis vers Little Jack. Ils se levèrent ensemble, s'appuyant les uns sur les autres, une seule silhouette de famille. Avant qu'ils ne partent, Old Jack posa sa main sur le tronc du cèdre, notre vieux geste, puis sur sa propre poitrine, maison, soi, mémoire. Je fis de même, les larmes brouillant ma vision. Puis il s'avança et, juste une fois, posa sa main massive sur mon cœur, un merci, un adieu, une passation de devoir. Ils disparurent dans la brume, 3 ombres retournant au monde ancien qui les avait vus naître. Je ne les ai jamais revus. J'ai pris ma retraite en 2016. Parfois, quand des randonneurs signalent des bruits étranges au loin ou des empreintes trop grandes pour appartenir à un ours, je souris. Parce que, quelque part, au-delà des endroits où les routes s'arrêtent et où les cartes se terminent, une famille marche encore sous les cèdres. Un morceau d'histoire vivant, silencieux, prudent, endurant. Et bien que le monde n'ait jamais connu leur nom, je me souviens d'eux. Old Jack, Sarah, Little Jack. Je laisse encore des pommes sur une souche au fin fond de la Gifford Pinchot, là où la mousse pousse épaisse et où la canopée avale le ciel. Elles ont toujours disparu le matin. Peut-être que ce sont des cerfs, peut-être des ratons laveurs, ou peut-être que c'est une promesse qui est tenue. Car certains secrets ne sont pas faits pour être résolus, mais simplement pour être honorés.